0,5%, vous ne pourrez pas défiscaliser. Mais généralement, les entreprises s'y retrouvent et peuvent avoir ce dispositif fiscal très intéressant. C'est un dispositif qui est régi par une loi, la loi Ayagon, qui date de 2003 et qui impose un cadre légal et fiscal et qui permet aux entreprises d'évoluer à l'intérieur d'un cadre fiable. Voilà les 5 raisons. J'espère que ça vous a plu jusque-là. Deuxième question pour vous. À votre avis, parmi ces 5 raisons, quelle est la motivation numéro 1 de l'engagement? Super. Alors, je rappelle, vous aviez l'engagement pour la société, vous aviez le réseau, la communication, l'engagement du collaborateur ou le dispositif fiscal. À votre avis, quelle est la motivation numéro 1 dans ces 5 motivations? Bon, bah, je vais revenir, c'est pas grave. Hop. Eva, vous avez peut-être une idée Moi, je dirais implication des salariés. Implication des collaborateurs, l'implication, le dispositif fiscal, le fiscal toujours. Il n'y a pas que l'argent. Hein. Engagement sociétal, c'est un peu varié. Ouais, c'est l'intérêt général, en fait. C'est le rôle sociétal, tout simplement. Voilà, incarner son rôle en tant qu'entreprise dans la société et puis montrer un petit peu cet impact qu'on a. Et la deuxième raison, ça sera plus incarner les valeurs de l'entreprise. Donc ça va être cette histoire de communication, en fait, montrer une image positive de l'entreprise. Et le dispositif fiscal vient en dernier, mais vraiment, vraiment en dernier. Et pour la plupart des entreprises mécènes, c'est vraiment pas un levier de motivation, c'est un petit plus, en fait, la cerise sur le gâteau du mécénat, on va dire. Alors, concrètement, le mécénat, c'est quoi? Allez, c'est encore à vous. À votre avis, le mécénat, avec quelle autre forme de soutien on le confond souvent? Essayez de penser un petit peu aux dispositifs d'aide qui existent, les aides que les entreprises peuvent apporter. On confond souvent le mécénat avec ce genre de... Oh là là, vous êtes fort. Alors, le bénévolat, ouais, sponsoring, parrainage sponsoring. Et ouais, effectivement, vous avez trouvé la réponse. Vous êtes au taquet ce matin, c'est génial. C'est effectivement ça. On confond souvent le mécénat avec le sponsoring. En fait, le mécénat, ça va être un soutien financier en compétences en nature, on va voir ça après, apporté directement ou indirectement par l'entreprise à un bénéficiaire d'intérêt général. C'est vraiment la différence avec le sponsoring, c'est que le mécénat, il y a nécessité d'avoir l'intérêt général du bénéficiaire. Pour le parrainage, on a toujours ce type de soutien financier. On peut aussi avoir un soutien en nature, un don de produit par exemple. Mais là, c'est à une structure, à une personne, à une manifestation, peu importe en fait, qui est intérêt général ou pas. On peut très bien parrainer, sponsoriser une personne, un artiste, alors que dans le mécénat, il faut vraiment que ce soit une notion d'intérêt général de groupe. Et la différence, c'est que dans le parrainage, on a un bénéfice commercial direct. Dans le mécénat, on a un don plus pour faire partie pour montrer son rôle d'engagement dans la société, alors que dans le parrainage, on fait un don, mais derrière, on a un bénéfice commercial qui revient. Le fundraising, il faut savoir que c'est la collecte de fonds, c'est un moyen de faire du mécénat. Mais ce n'est pas du mécénat seul, c'est un des moyens d'en faire. Le mécénat, ça peut être aussi un lien avec la RSE. Et ça, c'est important puisque beaucoup de grosses entreprises ont déjà une stratégie de RSE et se disent ça va être compliqué de mettre en place du mécénat derrière, et ben pourquoi pas lier les deux. Vous pouvez par exemple lier la stratégie de RSE sur les enjeux. Un exemple tout bête, Cemex, qui est une entreprise qui fait des matériaux de construction, fait un partenariat depuis 10 ans avec la LPO, donc c'est la Ligue protectrice des oiseaux. Elle a un enjeu au niveau RSE qui va être de préserver la biodiversité sur les différents sites, donc met en place des pratiques dans ce cadre-là. Et puis, dans ses actions de mécénat, elle va tout simplement soutenir les programmes mis en place par la LPO. Donc, elle a un côté des actions RSE qu'elle met en place avec la LPO, et puis d'un côté des actions de mécénat en donnant de l'argent, en soutenant financièrement certaines actions. Vous avez des enjeux aussi sur les parties prenantes, par exemple, donc sur tous les acteurs qui vont pouvoir toucher de près ou de loin vos actions. Un exemple avec McDonald's, qui va dans sa politique RSE essayer de développer l'amélioration des repas, des apports nutritionnels pour les enfants, par exemple, essayer de faire en sorte que les repas soient équilibrés. Et dans ses actions de mécénat, va développer les maisons McDonald's qui sont autour des hôpitaux. En fait, ce sont des maisons construites pour permettre d'accueillir les familles des enfants hospitalisés.
Donc à la fois on touche les enfants par l'apport nutritionnel, l'équilibre des repas sur les actions RSE, et puis sur le mécénat via la fondation, on a un impact aussi sur les enfants permettant aux familles de pouvoir être logées en cas d'hospitalisation. Vous voyez qu'il y a des liens vraiment qui peuvent se créer et vous pouvez développer une stratégie de mécénat en tirant les ficelles de votre stratégie RSE sans problème et très facilement. Alors, le mécénat, on a parlé de différentes sortes. Est-ce que vous connaissez les sortes de mécénat? Les différentes formes qu'il peut prendre? N'hésitez pas à répondre, à utiliser le chat. Compétences, effectivement, on a parlé d'implication des collaborateurs. Tout simplement aussi le mécénat, ce qu'on peut faire, on peut faire un chèque. Eh bien, en fait, on a 3 sortes de mécénat financier. Effectivement, ce n'est pas juste l'entreprise qui donne un chèque. C'est un peu pour vous piéger. Vous avez le don en nature aussi, effectivement. Il y a le mécénat financier, donc là, on donne de l'argent. Donc très facile à défiscaliser. On donne une somme, on défiscalise cette somme. Vous avez le mécénat en nature qui va être des biens ou des moyens mis en place. Le mécénat en nature, ça va être des produits, tout simplement. Vous êtes une entreprise de peinture, vous donnez des pots de peinture. Mais ça peut être aussi des immeubles, des salles de réunion, des choses comme ça que vous prêtez, de l'immobilier que vous prêtez. Et puis, vous avez le mécénat de compétences qui est la mise à disposition de salariés de votre entreprise, soit sur des compétences professionnelles ou personnelles. Par exemple, votre comptable, vous êtes une entreprise de BTP, votre comptable va faire la comptabilité d'une association, ça c'est du mécénat de compétences, ou sur une prestation de service aussi, vous êtes une entreprise de logiciels informatiques et vous aidez une association à mettre en place son site internet. Ça c'est du mécénat de compétences. Pour le mécénat en nature, la fiscalisation, il va falloir valoriser le don. Donc sortir un petit peu votre don, que ce soit le pot de peinture, c'est le coût de revient. L'immobilier, il faut valoriser aussi la location de la salle. Et le mécénat de compétences, ça va être le salaire chargé de l'employé que vous allez envoyer. Donc si vous envoyez votre employé pendant 15 jours dans une association, vous faites 15 jours de salaire chargé que vous défiscalisez par la suite. Alors, le classement un petit peu des types de mécénat, on voit que c'est le mécénat financier qui a encore de beaux jours devant lui, qui est le préféré, on va dire, des entreprises. C'est le plus simple à mettre en place, clairement. Le mécénat en nature commence quand même à prendre un petit peu le pas derrière. Et puis le mécénat de compétences, petit à petit, se développe, surtout dans les grandes entreprises. C'est vrai qu'il y a plus de possibilités quand on a plus de 250 salariés que quand on est dans une petite TPE à 3 salariés. S'il manque quelqu'un, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Dernière étape, maintenant que vous savez un petit peu ce que c'est le mécénat, que vous avez les raisons de vous lancer, comment vous faites pour vous lancer? Eh bien, étape numéro 1, quand on établit sa stratégie de mécénat, on va chercher un petit peu les motivations qui poussent l'entreprise à faire du mécénat. C'est tout simplement donner du corps à l'engagement. Pourquoi vous faites du mécénat? Quelles sont les valeurs? Le mécénat en nature, alors je reviens juste, le mécénat en nature, ce sont des dons de produits ou de la location immobilière. Ça va être différent du fait de donner un chèque ou de mettre à disposition des employés. Ça sera vraiment un produit que vous allez donner et que vous allez défiscaliser par la suite, ou alors de la location immobilière, je vous en prie. Donc je continue sur la motivation de l'entreprise. C'est utiliser l'image de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, et vous allez mettre au service de votre stratégie de mécénat. Vous allez ensuite définir des axes prioritaires, c'est tout simplement les domaines d'action dans lesquels vous allez agir. Je vous ai mis une liste ici des domaines d'action, donc vous voyez un petit peu tous les domaines du mécénat, le sport, le social, avec leur classification. Quand vous voyez cette liste, ça peut vous donner des indications aussi sur ce qui se fait. Vous voyez que le sport, c'est quand même le premier domaine choisi. Il y a énormément d'entreprises mécènes qui se lancent dans du soutien à des actions sportives. Si vous voulez être un peu original, vous pouvez choisir d'autres thématiques, mais choisissez aussi des thématiques qui font du sens dans votre entreprise, soit en lien avec votre RSE, soit en lien avec l'image, les valeurs, et puis tout simplement ce que vous faites au sein de votre entreprise. On a une question. En termes de compétences, est-ce que la formation peut entrer en compte? Oui, bien sûr. Vous pouvez avoir dans le mécénat de compétences, vous pouvez faire de la formation gratuitement à des associations. C'est un service, en fait. C'est une prestation de service. Si vous êtes organisme de formation aussi, c'est intéressant. Et même si vous n'êtes pas organisme de formation, c'est tout simplement les compétences d'un salarié qui peuvent entrer en jeu. Il faut juste
voire le salaire chargé de la personne. Concernant les domaines, vous avez aussi la possibilité de croiser ces domaines et de pouvoir choisir plusieurs domaines et de choisir des actions qui vont être à la fois dans le social, l'éducation et le sport, par exemple. Pour se lancer aussi dans le mécénat, il va falloir que vous définissiez comment vous allez organiser cette stratégie et est-ce que vous allez utiliser une régie directe ou une régie indirecte. En régie indirecte, vous allez créer une fondation, un fonds de dotation, une association. Vous allez créer un organisme collecteur qui va permettre de récupérer l'argent et qui va aussi pouvoir redispatcher ensuite aux associations. En régie directe, vous allez avoir l'entreprise qui va directement donner aux porteurs de projet. En régie indirecte, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir cadrer, organiser des comités de sélection, mettre à partie vraiment différentes parties prenantes de votre entreprise, des salariés, mais aussi des acteurs autour. Qu'en régie directe, ce sera plus un comité de salariés, on va dire, qui va réfléchir aux éléments. On a une question? Non, on a répondu déjà. Il y a différents statuts, fondation, association, club d'entreprise, fonds de dotation. Je vous invite, si vous souhaitez développer ces questions, à aller voir sur notre site internet. On a une fiche repère qui vous explique les différentes structures et comment ça se met en place, comment aussi on crée, parce que vous avez des choses un peu plus juridiques avec la préfecture, etc. Faire une conférence grand public, par exemple, peut être assimilé à du mécénat de compétences. Ouais, on pourra peut-être voir à la fin, on va avancer, on reviendra un petit peu sur ces éléments-là à la fin, sans problème. Deuxième étape, quand on se lance dans le mécénat. Donc là, on a trouvé un petit peu comment on allait s'organiser, on a nos motivations, on a notre projet, on a la manière dont on va mettre en place cette stratégie. Il faut qu'on ait les structures en face pour pouvoir faire des actions de mécénat, puisque c'est du partenariat. Si vous êtes tout seul dans votre fondation, ça sert à rien, il va falloir trouver des porteurs de projets. Comment on fait pour trouver des porteurs de projets? Eh bien, premièrement, on va sur le site d'Aide Michael et puis on demande à être dans le e-répertoire des mécènes. C'est gratuit. Vous avez une fiche qui vous permet de vous décrire en tant que mécène. Vous êtes dans le répertoire et vous êtes visible des porteurs de projets. Ça leur permet de vous trouver facilement et de vous contacter facilement. Non, vous avez d'autres possibilités de sélectionner des projets. Vous avez par exemple l'appel à projet. La Fondation SNCF, Fondation L'Oréal, c'est ce qu'elles utilisent, pas que, mais en grande majorité. Et bien, vous diffusez sur le site de votre fondation ou sur le site de votre entreprise un appel à projet que vous définissez, vous lancez, et les porteurs de projet vont répondre à cet appel. Vous aurez ensuite un comité de sélection, des réunions, etc. Et puis, vous choisirez à la fin les projets qui correspondent le mieux à vos attentes. Vous avez les candidatures spontanées aussi, vous laissez, tout comme les postes à pourvoir, vous laissez une partie sur votre site dédiée aux candidats, ils pourront déposer leurs projets et vous pourrez les étudier. Vous avez aussi la possibilité de faire un accompagnement par le salarié. La Fondation Veolia met en place ce type de sélection de projet, c'est-à-dire que c'est le salarié, qu'il soit engagé dans une association ou alors qu'il connaisse une association, qui apporte lui-même le projet à la fondation, à l'entreprise. Et donc c'est une garantie en tout cas que le projet correspond aux valeurs et c'est une implication supplémentaire du salarié. Et puis vous avez l'organisation de concours et de prix aussi, qui permet à plusieurs porteurs de projets de pouvoir être en compétition avec l'organisation à la fin d'une cérémonie où vous remettez un trophée. Et ça permet aux perdants, on va dire, de pouvoir avoir une visibilité aussi parce qu'ils seront présents lors de la cérémonie et donc visibles d'autres éventuels mécènes. Ça, ce sont des choses qui se mettent en place, qui prennent du temps, c'est sûr, mais qui permettent aussi, vous, de pouvoir cadrer au mieux la sélection de projets et de pouvoir utiliser, en tout cas choisir des projets qui vous tiennent vraiment à cœur et qui sont au cœur même de votre stratégie de mécénat. On a une remarque, Fondation Natura pour la sauvegarde de la biodiversité, moins connue. Ah, Fondation Natura, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, merci pour ce commentaire. Ensuite, comment on se lance dans la stratégie de mécénat? Une fois qu'on a défini comment on allait sélectionner les projets, eh ben on trouve les porteurs de projets. Parce que vous allez voir, quand vous allez être visible, les porteurs de projets vont pouvoir venir en masse. Et il va falloir sélectionner tout ce petit monde. Donc l'intérêt, en fait, l'élément essentiel à avoir en tête quand vous voulez vous intéresser à des porteurs de projets, c'est savoir est-ce qu'ils sont éligibles au mécénat. Toute association n'est pas spécialement éligible au mécénat, il y a différents critères à respecter. Il faut d'une part exercer son activité en France.
dans un des domaines de l'intérêt général. Donc, c'est la liste des domaines que je vous avais mis tout à l'heure, sport, social, éducation, etc. Si l'association exerce en France, a une adresse en France et dans un des domaines de cet intérêt, déjà, on a un critère qui est bon. Il faut avoir le caractère non-lucrativité, c'est-à-dire tout simplement qu'il n'y a pas des revenus qui dépassent les revenus commerciaux accordés aux associations. Sachez que les associations ont le droit d'avoir 30% de leur chiffre d'affaires total en revenus commerciaux. Il ne faut pas que ça dépasse les 30%. Donc il y a quand même possibilité d'avoir des rentrées d'argent, mais pas énorme non plus. Une gestion désintéressée, c'est-à-dire qu'on a un principe non-redistribution des bénéfices. Et puis, la notion de cercle restreint, il faut que l'association touche un plus grand nombre de personnes, que le projet touche un maximum de personnes et que ça ne soit pas réduit à une ou à un petit nombre de personnes. Je reviens à la différence entre le mécénat et le sponsoring. Le sponsoring, vous pouvez très bien donner de l'argent à un artiste, à une personne, un musicien par exemple. C'est le cas de Grégoire qui était passé par la plateforme crowdfunding Major Company. C'était du sponsoring ni plus ni moins, c'est-à-dire qu'on lui donne de l'argent, à lui, il n'est pas d'intérêt général. Donc il faut bien vérifier ces éléments-là. Si vous souhaitez ne pas être dans le doute, vous pouvez demander aux associations leur rescrit fiscal. C'est un élément qu'elles demandent à l'administration et l'administration statue ou pas sur leur éligibilité au mécénat. Et si elle vous présente le rescrit fiscal, soyez sûr qu'elles sont éligibles et que vous n'aurez aucun souci. Si jamais vous soutenez une association qui n'est pas éligible, c'est l'association qui paye une amende et pas vous. Sauf s'il y a des doutes de pot de vin ou de choses comme ça, mais logiquement, il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas de problème, c'est l'association qui donne une amende. Et dernière étape, dans la stratégie de mécénat, c'est co-construire la relation de partenariat. Et oui, ça se met en avant du mécénat à proprement parler. C'est-à-dire quand on réfléchit à sa stratégie et qu'on a sélectionné les partenaires, on va d'abord établir une convention. La convention, c'est un contrat en fait que vous allez passer avec l'association et qui va vous permettre de cadrer les interventions, de cadrer les dons, de cadrer les relations que vous allez avoir avec le mécène, avec l'association, pardon. Et qui vous permettra aussi de faire valoir le partenariat. Nous, on vous conseille de joindre la charte du mécénat qu'on a mis sur notre site internet. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir et vous pouvez la signer en ligne aussi. C'est une charte qu'on a co-construite avec d'autres partenaires et qui permet de cadrer les actions de mécénat. En France, il n'y a pas de cadre légal au mécénat, par la loi Yagon qui va juste cadrer au niveau fiscal, mais sur les actions, on n'a rien d'autre. Donc nous, on a décidé de faire une charte de manière à avoir un cadre commun à d'autres partenaires qui permet de dire quelle est la place de chaque personne, à la fois du mécène et à la fois de la personne bénéficiaire. Vous avez le reste de la charte en ligne, et si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer aussi. Donc n'hésitez pas à joindre ça dans votre convention. Vous allez aussi pouvoir parler des contreparties dans votre convention. Parce que c'est pas parce qu'on fait du mécénat que derrière, il n'y a pas de contrepartie. C'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien dire, moi, je veux pas que vous communiquiez, je veux pas que vous parliez de moi, je veux pas de contrepartie, mais vous avez la possibilité d'en recevoir. Ça va être avoir votre logo sur des supports de communication de l'association, participer à la conférence de presse, avoir une visibilité plus pérenne sur le mur des mécènes. Vous avez tous, une fois, été dans un musée où vous avez vu un mur des mécènes. C'est typiquement une contrepartie. Mais ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de pouvoir intervenir dans des comités de sélection, dans même le conseil d'administration par exemple, faire des interactivités avec le reste du réseau. S'il y a un réseau de mécènes, c'est pouvoir rencontrer les autres mécènes, assister à des réunions privées, etc. Ou même pour vos salariés, avoir des visites guidées, des visites privées et des rencontres avec les équipes, si c'est un musée conservateur, des artistes, etc. Et puis, vous avez aussi des produits-services. Si vous mécénez un festival ou une pièce de théâtre, par exemple, c'est avoir des billets, des tarifs préférentiels, etc. Donc ça, vous pouvez le mettre dans la convention aussi, en sachant qu'en pratique, les contreparties, généralement, ne faites pas 25% du don. Si vous souhaitez des contreparties, soyez pas trop exigeants non plus avec l'association. Essayez de respecter un petit peu ce principe de 25%, mais généralement, tout le monde y trouve son compte et vous allez pouvoir avoir de belles contreparties en plus du beau partenariat que vous allez mener.
Oui, alors pour le répertoire des mécènes, il est payé, en fait, c'est un abonnement d'un an. Il est à 72,80 €. Mais si vous souhaitez avoir votre fiche pour être répertorié comme mécène, c'est totalement gratuit. La consultation est payante, mais l'apparition dans le répertoire est gratuite. Je vous laisserai mes coordonnées à la fin si vous souhaitez plus d'informations. Et enfin, dans la co-construction de la relation de partenariat, on pense aussi à l'évaluation du partenariat. Ça se met bien en amont du partenariat et de l'action finalement. Ça va vous permettre de pouvoir avoir un retour sur ce partenariat, avoir un retour sur votre action en tant que mécène. J'aime pas ce terme, mais c'est une espèce de retour sur investissement, on va dire. C'est finalement, voilà, j'ai engagé une somme d'argent, j'ai engagé un don matériel. Où est parti mon don, comment il a été utilisé, et ce que ça a apporté à la société derrière. Donc c'est pas un retour sur investissement, c'est un retour sur philanthropie, on va dire, un retour sur son côté humain, sur le côté mécénat, mais qui va permettre aussi de cadrer, vous, vos actions en tant que mécène, savoir est-ce que vous êtes parti du bon pied finalement, est-ce que vous avez fait le bon partenariat avec le bon partenaire, est-ce que vous continuez avec lui, ou au contraire, est-ce que vous passez à un autre partenaire, et est-ce que vous impliquez vos collaborateurs, est-ce que vous faites d'autres actions de mécénat dans d'autres domaines, etc. C'est quelque chose qui se pense vraiment en amont pour pouvoir mettre en place tous les indicateurs et pouvoir vérifier ces indicateurs au fur et à mesure du partenariat. Et puis enfin, ça va être défiscaliser le don lorsque vous allez le faire. Alors je vous rassure, hein, généralement c'est les comptables qui font ça. Alors je vous rassure pas parce que les comptables n'aiment pas ça généralement, mais bon, si vous l'amenez avec un petit nœud en disant que c'est joli, c'est du mécénat, que c'est pour aider, ça passera quand même. Donc c'est le montant du don, comme je vous ai dit, pour le mécénat financier, le salaire chargé ou le coût de la prestation quand c'est du mécénat de compétences, ou le montant du bien hors taxe quand c'est du mécénat, don de produit ou en nature. N'oubliez pas aussi d'exiger un reçu de don quand vous faites un partenariat de la part de l'association. Vous faites votre don, l'association vous fait un reçu de don, c'est ce qui vous permettra de défiscaliser. C'est tout simplement un papier officiel qui permet de justifier au niveau de l'administration si vous avez un contrôle fiscal. L'association peut vous faire un reçu de don à la main, mais vous pouvez aussi trouver des documents CERFA de reçu de don très cadrés par l'administration sur Internet en accès libre. Vous pouvez en trouver un sur notre site Internet et puis je vous l'enverrai si vous souhaitez aussi, ce qui permet d'avoir un document de l'administration et donc carré. Je reviens sur une question qui nous a été posée tout à l'heure. Alors, est-ce qu'une association, on va passer du coup aux questions-réponses, est-ce qu'une association s'occupant d'un public handicapé est un cercle non restreint? Oui, le handicap, c'est pas un cercle restreint. Cette notion de cercle restreint, elle est assez compliquée et délicate parce que déontologiquement, on peut pas restreindre un cercle. On a le cas qui a fait jurisprudence aussi d'une association qui luttait contre les maladies orphelines et qui a été on l'a reconnu comme non éligible parce que cercle restreint. Parce que les maladies orphelines, ça touche un enfant sur 5000, un enfant sur 10 000. En fait, dans le cercle restreint, même si vous touchez peu de personnes, il faut vous dire que ce sont des conditions que n'importe qui peut vivre. Le handicap, n'importe qui peut passer par là. L'enfance, n'importe qui passe par l'enfance. La vieillesse, c'est pareil. Sur un cercle restreint, concrètement, ça va être l'association des anciens élèves de la promotion 1993 du master économie, etc. Ça, c'est cercle restreint, puisque ça touche un personne. L'association des habitants de la rue des Fleurs de Montreuil, par exemple, pareil, cercle restreint. L'association des anciens combattants, etc. À partir du moment où ça touche quand même une large population, on n'est pas dans du cercle restreint. Alors, fundraiser d'API 33, est-ce que le répertoire... Donc ça, j'ai répondu. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions non répondues. Récap sur les conseils, consulter sur le site amical, à nous mettre en synthèse pour un qui sera accessible. Et ouais, mais là, je voudrais juste la dernière. Mais je vous montrerai les documents si vous voulez. Vous aurez le PowerPoint et puis de toute façon, tout est en accès libre après sur le site. Il n'y a pas de souci. Je reprends un peu les questions qui ont été posées à l'inscription.
Est-ce qu'une stratégie peut être porteuse de sens ou comment la rendre porteuse de sens pour l'entreprise? C'est ce que je vous ai expliqué. Il faut faire un lien tout simplement avec les valeurs de l'entreprise, avec l'historique. Donc, allez sur le site de l'entreprise, regardez un peu ce qui est déjà mis sur qui sommes-nous, notre histoire, nos valeurs, etc. Et vous reprenez un peu ça pour définir votre stratégie de mécénat. Ensuite, vous avez la possibilité de faire appel à des structures comme Enmica. Il n'y a pas que nous, mais on est les meilleurs. Je prends ma paroisse. Non, mais nous, on propose du sur-mesure pour vous accompagner dans cette démarche-là, voir un peu quelle stratégie sera la mieux pour vous et comment aussi vous aider à mettre en place, vous donner des pistes d'action dans ce domaine-là. J'avais aussi une question sur le mécénat qui pourrait être sans intérêt, tout simplement en refusant les contreparties. Vous pouvez très bien dire, moi je ne veux pas de contrepartie en tant que mécène, et vous pouvez aussi ne pas défiscaliser. Si vous ne défiscalisez pas, vous faites un don, vous récupérez pas entre guillemets l'argent derrière, c'est un don de mécénat, ça ne sera pas vu comme un don de mécénat auprès de Bercy par exemple, mais pour vous, ça sera un don que vous ferez. Donc il y a la possibilité effectivement de donner de l'argent sans rien attendre derrière. La légitimité d'une fondation au sein d'une entreprise, la fondation, elle va permettre de porter ce message de mécénat, de pouvoir communiquer, et la fondation va prendre aussi en charge toutes les actions de mécénat qui vont soulager l'entreprise et pourra aussi avoir un côté beaucoup plus engageant au niveau des collaborateurs et de l'implication. Et pour le SROI, je l'ai évoqué aussi plus tôt, on va plus voir l'évaluation du partenariat, voir l'évaluation de l'impact des actions de mécénat, plutôt que le retour sur investissement du mécénat. On a eu d'autres questions depuis. Non. Alors, il y avait la conférence, je crois, aussi. On a une question sur la conférence un petit peu plus haut. Un exemple concret, les employés ont participé activement, se sont fédérés autour d'un projet. Vous avez la Fondation SNCF, par exemple, où là, c'est clairement au cœur de leurs actions. C'est les employés qui vont... donc, il y a des journées solidarité, en fait. Donc, c'est tout simplement, au lieu d'aller au travail, elles vont aider des associations. Il y a sur le temps de travail et sur le temps bénévole aussi. C'est... des actions aussi avec des associations sur l'éducation populaire. Donc, vous avez des salariés qui vont aider, faire de l'aide aux devoirs aux enfants dans des quartiers défavorisés via l'association sur leur temps de travail. Elles partent à 14h, de 14h à 18h. Elles sont dans l'association et elles aident les gamins à faire leurs devoirs. C'est des choses assez concrètes. Ça dépend en fait des compétences que vous souhaitez mettre en œuvre. Est-ce que c'est les compétences liées au métier de la personne ou est-ce que c'est des compétences après même personnelles ou tout simplement d'aller aider à repeindre des bâtiments, etc. Vous avez aussi SFR qui fait les congés solidaires où elle finance une partie des congés. Donc les salariés partent, par exemple, un exemple concret, au Burkina Faso pour aller apprendre aux enfants à lire et écrire dans les écoles. Elles partent 2-3 semaines. Il y a une grosse partie qui est financée par SFR sur les temps de congé à moitié congé, à moitié travail du salarié. Et le salarié va vraiment dans le pays pendant 3 semaines pour pouvoir aider les associations locales. Vous avez plein d'autres exemples après. N'hésitez pas à aller sur notre site et à taper mécénat de compétences aussi. Et si vous souhaitez plus d'informations sur ce type d'engagement, je vous invite aussi à contacter Pro Bono Lab, qui est un de nos partenaires et qui fait énormément de recherche et d'action autour de cette question de l'engagement des collaborateurs. Et je crois qu'il y avait quelque chose plus haut avec la conférence. Ah voilà, merci. Donc faire une conférence grand public, peut-être assimilée à du mécénat de compétences, ça dépend en quoi ça va aider l'association en fait. C'est-à-dire que si vous faites une conférence, mais faut qu'il y ait un intérêt pour l'association à faire ça. Donc si elle fait une conférence payante et que les dons, en tout cas l'entrée, va permettre de financer des projets, oui, ça sera du mécénat de compétences. Si vous êtes compétent dans ce domaine-là, vous allez faire l'intervention, vous facturez votre heure d'intervention comme si vous faisiez ça de manière payante. Et puis le don, vous allez pouvoir le défiscaliser derrière. Le congé solidaire, oui, tout à fait, c'est dans le cadre du mécénat de compétences. Vous avez, le bénévolat de compétences. Donc le bénévolat de compétences, ça c'est pas comme du mécénat, on défiscalise pas puisque c'est sur le temps libre, mais mécénat de compétences, journée de solidarité, congé solidaire, tout ça c'est du mécénat de compétences, effectivement.
Pour les congés solidaires et les spécificités juridiques, soit je vous mets en contact avec notre juriste amical, soit je vous invite à aller voir Pro Bono Lab, parce que là, il va y avoir, sur les lois, moi, je ne serai pas opérationnelle sur ça, concrètement. Mais si vous avez des questions, je vous laisse les coordonnées à la fin. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions, et on y répondra sans problème, si dans la mesure du possible, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? D'accord, ben je vous donnerai les miennes et puis je lui transmettrai. Pas de souci. Parce que là, je les ai pas avec moi, mais à la fin j'ai mis mon mail. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout était très clair alors. C'est super. N'hésitez pas, hein, il y a vraiment pas de souci. Le SROI, qu'est-ce que c'est? C'est le retour sur investissement. Alors, j'ai les termes. Social Return on Investment. Yeah, thank you. Parce qu'il a pas entendu la question. Voilà, le SRO. En fait, Eva me demandait ce que c'était le SROI. Voilà, c'est retour sur investissement. Donc là, c'est vraiment, j'ai mis tant d'argent, combien ça me rapporte. Là, on peut parler de ça dans le sponsoring, clairement. Parce que dans le sponsoring, on va engager 200 € pour en récupérer minimum 200, voire 400, voire 500. Voilà. Que dans le mécénat, on engage 200 €, mais pour aider en fait une asso, et pas pour derrière en retirer les bénéfices. Alors oui, il y a des bénéfices en termes d'image derrière, parce qu'on est une société bien, ils ont du mécénat, mais ça à chiffrer. Mais à chiffrer, c'est plus compliqué, et heureusement qu'on chiffre pas, parce que sinon on sera accusé de faire du greenwashing avec le mécénat, en disant on lave un peu notre image grâce à ça. Voilà, on reste dans le côté philanthrope humaniste de des choses. Il y a une petite question. Sinon, national n'est pas un outil à part entière de la RSE. Oui, tout à fait, ça peut en devenir un. En fait, les deux peuvent être séparés, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une politique RSE d'un côté, une politique mécénat de l'autre, et ne pas faire du tout la même chose. C'est le cas par exemple de Total. Total a une politique RSE qui sera énormément basée sur l'environnement, alors que ses actions sont beaucoup plus sur l'éducation et le handicap. Elle a choisi de splitter les deux actions, clairement, pour faire d'un côté sa RSE, de l'autre côté les mécénats. Mais après, si vous liez les deux, le mécénat va être un outil effectivement à part entière de la RSE, comme la RSE va alimenter le mécénat, et tout ça va pouvoir se coordonner de manière très efficace. Je vous en prie. Comment est-ce que la RSE peut alimenter le mécénat? Alors, comment la RSE peut alimenter le mécénat? Ce qu'on avait vu tout à l'heure avec les enjeux, par exemple, il suffit de partir de votre stratégie de mécénat et de vous dire, concrètement, quelles actions on met en place et comment on peut essayer de les développer encore plus dans nos actions de mécénat. C'est-à-dire que ça va être la continuité de la RSE, en fait, le mécénat. Donc, on avait CEMEX et la LPO. CEMEX fait déjà des actions en faveur de la biodiversité pour protéger les sites. Ça fait partie de sa RSE, de cette démarche-là, et se dit, on va aller au-delà en encore plus sur des actions spontanées, sauvegarde des oiseaux, des choses comme ça. On va tout au bout. Ça va être les parties prenantes aussi, tous les acteurs autour, que ce soit le public visé, comme les parties prenantes qui prennent part à l'entreprise, les actionnaires, ou les choses comme ça. On peut aussi aller voir du côté des actionnaires s'il n'y a pas des associations, et on peut essayer de les aider. Dans tous les cas, il faut essayer d'éviter le conflit d'intérêts aussi pour les parties prenantes. C'est toujours plus facile de viser des actions de mécénat en faveur du public plutôt qu'en faveur des actionnaires. Sinon, on a un côté un peu... voilà, on sent derrière une petite entourloupe, mais... Pourquoi choisir une fondation pour faire du mécénat? Pour vous débarrasser, on va dire, un petit peu de ces questions-là, c'est surtout pour cadrer les actions de mécénat. Ce que vous allez faire dans une fondation, alors il y a des avantages et des contraintes. Quand vous créez une fondation, vous avez l'obligation d'apporter un certain budget. Je vous invite à aller voir la fiche repère, mais je crois que c'est de l'ordre de 100 000 € quelque chose comme ça. Mais au moins, l'entreprise va donner 100 000 € à la fondation, va défiscaliser de suite, et après les 100 000 € sont répartis par la fondation. Il y a le choix de l'appel des projets, des porteurs de projets, etc. Et l'entreprise, après, une fois qu'elle a donné l'argent à la fondation, qui est un organisme collecteur, elle peut garder un œil sur la politique de mécénat. Mais en tout cas, elle va être détachée un petit peu de ses actions de mécénat, et elle peut passer à autre chose. Et la création d'une fondation permettra aussi de mobiliser des gens qui vont s'occuper que de ça, parce que mine de rien, le mécénat, c'est des boulots à plein temps.
Et vous allez pouvoir avoir des gens qui seront là pour ça, uniquement pour ces questions de mécénat. Après, la différence entre fondation, fonds de dotation, association, club de mécènes, ça dépend de vos objectifs et ça dépend de la somme que vous vous êtes fixé par an à injecter dans votre organisme. Et ça, c'est à discuter, mais vous pouvez aussi vous rapprocher des notaires, des avocats pour vous accompagner dans la création. Et en fonction de votre structure et de l'économie de votre structure, ils pourront vous conseiller au mieux sur quel type d'organisme est le plus à même, en tout cas, de répondre à vos questions de mécénat. Comment choisir? Fondation, fonds d'entreprise, fonds de dotation, voilà, c'est ce que je vous disais. Allez, renseignez-vous auprès de personnes compétentes fiscalement parlant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que tu veux rajouter des choses, Bruno, par rapport à tout ce qu'on a dit? Non, écoutez, on va clore pour permettre à ceux qui avaient des engagements à 10h30 de les honorer. Merci à tous d'avoir participé. Vous étiez une trentaine en ligne là. Plus on était 4-5 ici. On vous enverra donc le PowerPoint qui vient d'être mis avec les coordonnées d'Anne-Michael Voilà. et de Tiffaine, que nous remercions chaleureusement pour son intervention et son expertise. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir pris ce temps-là et à très bientôt pour un prochain Luciminaire avec vous, je l'espère. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir, bonne journée.